Vraiment, la gouvernance partagée, c'est absolument pas tout le monde décide de tout. Comment on fonctionne, nous, en termes de gouvernance? En fait, on a un socle commun. Un socle commun, ce sont des bases. C'est vraiment ce sur quoi on peut s'appuyer, qui est là de manière constante. On va parler donc de cadre, mais vraiment cette idée de socle, c'est aussi pour montrer que c'est sur quoi on s'appuie. Après, on va avoir des raisons d'être et des missions. Les raisons d'être, ce sont des organes, en fait, des organisations, des cercles, qui ont une raison d'exister, c'est-à-dire pourquoi on en a besoin. Typiquement, l'organe gestion, sa raison d'être, c'est d'assurer le bon fonctionnement financier de l'association de la bascule. Sans quoi, on n'aurait pas ce support financier, on ne pourrait pas fonctionner. Donc vraiment, c'est pourquoi cet organe est indispensable. Une fois qu'on a défini la raison d'être des différents organes, on arrive déjà à peu près à voir se dessiner des périmètres. Et dans ces périmètres, on se dit, ok, maintenant, quelles sont mes missions? Nous, on parle de redevabilité, mais on peut parler de missions aussi si ça parle plus à tout le monde. Les missions, c'est à quoi je m'engage moi en tant que cercle envers les autres. Par exemple, si on garde toujours la gestion, je m'engage à fournir un support financier aux organes lorsqu'ils en ont besoin. Je m'engage à maintenir la structure juridique de l'association. Ça, ce sont des engagements qui sont écrits, auxquels on peut se référer quand on en a besoin. Par exemple, si un autre organe, donc un autre cercle, par exemple la Bascale va avoir besoin de soutien financier pour se déplacer, ils vont demander à gestion, parce que c'est gestion qui s'en occupe. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, on a nos périmètres d'action. Et dans ces périmètres-là, on est libre. Si on garde l'idée du schéma de quand on construit une maison, on peut faire place après à notre créativité, un peu à l'inventivité, et on se dit, on sait quel est notre périmètre. On a acheté notre terrain, maintenant dedans, on est libre de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est important d'en prendre compte. C'est pour ça que définir des missions, donc des redevabilités claires, vous permet ensuite d'être autonome à l'intérieur de ces missions. Et cet après-midi, donc là, le document qui vous a été présenté ce matin par rapport au cadre, c'est vraiment cette intention-là, de vous dire, vous avez votre cadre de posé, maintenant, dans ce cadre-là, c'est votre périmètre d'action. Si on continue, on a cette idée, nous, ici, précisément à la bascule à Pontivy, de double gouvernance. Parce qu'on a la gouvernance de l'association, mais c'est pas tout. On a aussi la gouvernance du lieu. Vous avez pu le constater, on vit ici tous, ça veut dire qu'on s'occupe de faire à manger, ça veut dire qu'on s'occupe de vider les toilettes sèches, ça veut dire qu'on s'occupe de faire du ménage, qu'on a des besoins logistiques en termes de papeterie. Tout ça, ça peut paraître évident et quand vous êtes dans une école, dans une entreprise, etc., c'est présent. Vous n'avez pas à vous occuper d'acheter des rouleaux de papier toilette. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on a dû s'adapter et créer une autre gouvernance pour ce lieu-là, pour impliquer aussi les gens. Cette idée de dire on n'a rien sans rien. Si on veut travailler dans des bonnes conditions, on est tous responsables de notre cadre de travail et donc on a ce double besoin. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier ici parce qu'il y a ce lieu. Donc, dans un premier temps, si vous, en tant que cellule, vous n'avez pas de lieu, ça ne va pas être un besoin immédiat. Par contre, c'est à garder en tête de se dire, une fois que j'ai un lieu, comment je structure et je remodèle ma gouvernance pour l'adapter aux besoins qui sont des besoins logistiques aussi, des besoins de vie. Ensuite, pour évoluer, donc, une fois qu'on a compris cette notion de gouvernance, de cadre, de périmètre, on a besoin aussi de poser un peu, là, ce qu'on appelle un cadre de sécurité. Le cadre de sécurité, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si on vous en a parlé, il est affiché derrière et donc les mots-clés, il y en a plusieurs. Il y a en gros 6 notions importantes à prendre en compte sur lesquelles on reviendra un peu cet après-midi lors de l'atelier, qui sont la bienveillance, le respect, la souveraineté, la confidentialité, l'engagement, le non-jugement et ensuite des principes d'entrée-sortie qui sont importants à déterminer et aussi l'idée que ce cadre est opposable, évolutif et que chacun d'entre nous en est garant. C'est-à-dire tout simplement que si quelqu'un se montre bienveillant envers quelqu'un d'autre qui ne l'est pas, l'idée c'est qu'il y a cette réciprocité qui est super importante à prendre en compte. Opposable et évolutif parce que forcément un cadre est à adapter en fonction d'un contexte et donc il y a des moyens de le discuter et de se questionner dessus. C'est dans votre légitimité de faire ça. Et aussi le principe d'entrée-sortie sont à intégrer puisque c'est des questions qu'on ne se pose que trop tard en général et donc le fait de les avoir anticipées est aussi une question de se dire ok, je suis safe dans ce périmètre, je sais comment gérer d'éventuelles situations et je ne me retrouve pas confrontée à des situations auxquelles
je ne saurais pas comment répondre. Ouais. Entrée-sortie, je sais pas, est-ce que tu peux clarifier Entrée-sortie, alors il y a 2 cas. Il y a les cas quand on a un lieu, donc là nous ça nous est propre et c'est pour le règlement intérieur, c'est à quel moment on accueille quelqu'un, à quel moment on fait sortir quelqu'un. Et il y a un cadre d'entrée-sortie, donc par rapport à la constitution notamment de la bascule, qui là concerne tout le monde dans la bascule, de se dire à quel moment quelqu'un peut ne plus être accepté dans la bascule parce qu'il ne respecte pas ce cadre, il ne respecte pas ses principes, pas la charte des valeurs, pas les lignes rouges, etc. en fait. Et avoir défini ça, c'est se dire, là je suis confrontée à quelqu'un qui ne rentre pas là-dedans et qui ne respecte pas, je peux m'appuyer dessus. C'est écrit. Ok. Donc maintenant qu'on a posé notre cadre, on va passer plus à la mise en pratique concrètement dans la vie de tous les jours, comment on fonctionne. On a cette idée qu'on distingue les rôles et les individus. Parce que forcément, on ne va pas rester tout le temps dans un cercle, on ne va pas rester tout le temps au même endroit à faire la même tâche. Et aussi de se dire que quand je fais ma tâche, j'agis en tant que rôle. Et c'est super important de le prendre en compte puisque ça permet aussi de poser les choses et de se dire quand je te fais une remarque par rapport à un travail qui n'a pas été fait, etc., c'est pas par rapport à toi en tant que personne, c'est par rapport à la tâche et c'est ok. On peut oublier de faire quelque chose, on peut avoir été débordé et il faut bien distinguer les deux. C'est pour ça qu'on parle vraiment de terme rôle-individu et qu'on le schématise sous forme souvent d'une personne qui peut en fait enfiler des casquettes. De dire là, je vous parle en tant que Audrey, responsable de chemin, mais tout à l'heure, je pourrais vous parler en termes de personnes qui s'occupent de la logistique, ici de la cuisine par exemple. On jongle avec nos rôles. Et ensuite, on passe à la pratique concrète, donc comment on s'organise. On parle de pratique de cercle. Les cercles, c'est là la configuration dans laquelle on est. De se dire qu'il y a plusieurs notions importantes à maîtriser, notamment cette configuration, pourquoi ? Parce que ça permet de tous se voir, ça permet aussi d'avoir des visus, des échanges interactifs et de ne pas se dire on est dans une posture où vous êtes en ligne et moi je vous transmets. Si vous avez des questions, vous interagissez et c'est libre. Il y a aussi cette idée de dire on est tous responsables de comment on se comporte vis-à-vis des autres, de ce qu'on transmet et de l'atmosphère du groupe. Pour ça, on a aussi la notion de facilitation qui est importante. En tant que facilitateur, on va préparer à l'avance des réunions, on va préparer un schéma de fonctionnement. Nous, là, c'est ce qu'on a fait. En fait, on sait globalement ce qu'on veut vous transmettre et dans le timing qu'on a, comment on peut structurer notre temps. Par contre, si on se rend compte là, demain, à la fin des 3 heures, qu'il y a d'autres besoins qui nous paraissent plus importants que ceux que nous on avait prévus, on parle de pilotage dynamique dans le sens où on se réadapte. Même au cours d'une réunion, on peut se dire, là on sent qu'en fait on avait prévu d'arrêter à cette heure-là, mais on se rend compte que là il y a besoin de continuer de creuser. Pilotage dynamique, on se concerte, on décide de continuer ou pas. Mais c'est de se dire, on prévoit à l'avance parce que c'est important de préparer ces réunions, par contre on reste flexible. La facilitation, c'est la mise en place d'un binôme. Ça peut être un binôme apprenant au début et c'est ok parce qu'on apprend tous. On apprend et on facilite autant en étant dans le cercle qu'en étant facilitateur. Parce que si le facilitateur, il n'a pas des personnes autour de lui qui l'écoutent, ça ne fonctionnera pas. Et qui respectent aussi le processus, qui se mettent aussi au service de ce processus et de se dire on y contribue tous. On parle souvent de triangle d'or, c'est-à-dire pour qu'un cercle fonctionne bien, on a besoin d'un binôme de facilitateurs. On a besoin de personnes aussi qui sont présentes en posture et conscientes et on a besoin d'un processus sur lequel tout le monde est OK. Mais on fait aussi des facilitations internes, c'est-à-dire dans la même réunion, tu peux avoir tes 2 casquettes. Nous, on s'est rendu compte que c'était pas toujours facile, mais que du coup, il y a des moyens, par exemple, de juste le matérialiser et de se dire, là, je peux faciliter la réunion, mais je peux aussi vous parler en tant que personne. Et donc, c'est cette idée de, oui, on facilite, à 4, peut-être que faire intervenir quelqu'un d'extérieur, c'est pas nécessaire, et encore, si c'est un sujet hyper touchy, hyper compliqué à traiter, mais peut-être qu'il vaut mieux être présent juste les 3 personnes concernées par la réunion et rajouter un binôme, un qui est secrétaire et un qui facilite. Parce que quand il y a des échanges un peu longs, c'est important d'avoir quelqu'un qui est là aussi en soutien et qui est là en tant que personne neutre. Parce que l'idée du facilitateur aussi, c'est de ne pas être dans le contenu, mais d'être vraiment dans le contenant. D'apporter un cadre, d'apporter un équilibre, mais pas de réagir, pas d'intervenir. Auquel cas là, il intervient en tant que rôle personne. Ici, quand on est arrivé, il y avait quasiment personne qui savait même ce que c'était la facilitation. Et on l'a appris en fait. Et on l'a appris aussi, et ça c'est le point clé,
parce qu'on est tous dans cette envie d'apprendre et parce qu'on s'aide en fait les uns les autres. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la facilitation, elle vient de tout le monde. Elle vient pas que du binôme. Elle vient aussi de chacun qui est là pour faciliter. Quand on parle de processus, ça peut être une réunion, ça peut être une information, un temps de partage, un temps d'intelligence collective, il y en a plein à lister, mais toujours cette idée qu'on pratique des cercles. Et ensuite, on peut passer à l'idée des prochains petits pas. Comment on fonctionne en termes de gouvernance aussi, c'est toujours cette idée de se dire on avance, on agit. Parfois, on est bloqué quelque part et on réfléchit à comment faire de manière la plus optimale, la plus parfaite possible pour mettre en place cette action. Et en fait, on reste bloqué à cette idée de comment je fais. Nous, on pratique en prochain petit pas, c'est-à-dire on se dit là, pour commencer à te débloquer, de quoi tu aurais besoin? Est-ce que tu as besoin d'un groupe de travail? Est-ce que tu as besoin d'un rendez-vous? Est-ce que tu as besoin de richesses humaines? Est-ce que tu as des besoins financiers? Est-ce que tu as besoin de programmer un premier événement? Est-ce que tu as besoin de retour? Et en fait, c'est de te dire qu'on pose une petite action, une prochaine action qui te permet après de te lancer. Une image très forte à se dire, c'est que parfois, on a la main bloquée par quelqu'un et on va se concentrer, on va forcer sur ce qui nous bloque. Sauf que tout le reste de notre corps, il est libre, on peut bouger. Et l'idée, c'est de se dire, peut-être que j'ai un obstacle à un endroit, mais je peux le surmonter et je peux faire d'autres choses à côté. Et de voir après comment cet obstacle il pourra être surmonté, comment je peux m'améliorer, toujours ce principe d'itération, de se dire, j'ai mis en place quelque chose, je me rends compte de ce qui fonctionne pas, et je le fais évoluer. Si on cherche la perfection dès le début, on ne sait pas et on est bloqué. Donc c'est vraiment cette idée-là qu'on pratique au maximum ici, de se dire, même si c'est pas parfait, on lâche prise, on agit et on se lance. Et après, on prend les retours de tout le monde. Ça, c'est important aussi dans la gouvernance de se dire que, si je vous rappelle le début, on a nos périmètres, on a nos missions, nos redevabilités. Ça veut dire que les autres qui ne sont pas dans ce périmètre-là, qui n'ont pas de rôle dans ces cercles-là, peuvent venir nous donner leur avis. Ça, c'est totalement OK et c'est encouragé, c'est normal, c'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on s'améliore. Par contre, après, c'est en termes d'organes et de cercles qu'on prend la décision, parce que c'est notre souveraineté. Donc il y a une vraie différence entre prendre en compte et appliquer. Prendre en compte, ça veut dire j'entends, mais moi, en tant que rôle, je fais ce que je peux dans le contexte donné, dans les contraintes données, avec mes compétences, avec tous les avis que j'ai eus. Parce que si quelqu'un veut que j'aille à gauche et quelqu'un d'autre veut que j'aille à droite, je peux pas. Donc c'est à moi de prendre la décision où est-ce que je veux aller pour faire au mieux. Et ça, c'est important que tout le monde en ait conscience et de le partager. Et enfin, la dernière idée, qui est importante pour répondre aussi à comment finalement mettre en place une gouvernance qui vous est propre, pour vous faire un retour d'expérience, nous, comment ça s'est passé? On a fait un processus qui s'appelle la place du marché. C'est-à-dire qu'on avait des idées, on savait qu'on avait besoin d'un pôle qui s'occupe des cellules locales, on avait besoin d'un pôle qui s'occupe de la gestion, on avait besoin d'un pôle plutôt qui s'occupe des nouveaux modèles d'entreprise. C'était des choses qui avaient été plus ou moins claires, mais ce n'était pas défini non plus. Et donc les personnes peuvent amener, sur ce qu'on appelle une place du marché, moi je pense que tel rôle est important. Moi je pense que tel rôle est important. Par exemple, on a vu dans vos questionnaires l'idée de logistique de salle, de besoin d'un lieu. Et bien si vous faites une réunion, vous pouvez dire, moi je pense qu'un rôle qui s'occupe des lieux, c'est super important. Et peut-être qu'à l'inverse, dans une autre cellule, vous avez déjà un lieu, ce rôle-là, vous n'en aurez pas besoin. Donc ce processus permet vraiment de s'approprier les rôles et de se dire, moi par rapport à ma cellule, de quel rôle j'ai besoin. Ensuite, une fois que ça a été constitué, on va pouvoir faire des groupes de travail, nous c'est ce qu'on a fait. Et à ce moment-là, on dit, ok, on a défini de quoi on avait besoin, maintenant quelles sont mes missions, à quoi je m'engage envers les autres. Et on en revient à cette idée du début, on définit nos périmètres et comme ça on agit ensemble. Alors pour les prises de décision, il y a plusieurs outils. Mais on parle d'élection sans candidat quand on veut définir un rôle, on parle de gestion par consentement quand on a besoin vraiment d'un accord de tout le monde. Après, les décisions, elles dépendent aussi du périmètre. Si c'est une décision financière, on va prendre cette décision dans l'organe gestion. Si c'est une décision qui concerne la bascule en général, on va prendre la décision là dans le cœur. Je pense que ça vous a été présenté aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas redit, que dans chaque organe, on a élu, donc sans candidat, donc là pour prendre la décision, on a utilisé ce procédé-là, on a élu un lien-cœur. Le lien-cœur, c'est la personne qui nous représente au sein d'un organe qui regroupe toutes les personnes des différents organes. Donc c'est un petit comité qui permet justement de là plutôt transférer les informations, acter des positions stratégiques, etc.
Donc les prises de décision se font dans différents périmètres avec différents outils. Avoir formé 2 personnes, ça ne suffit pas. Parce que, je répète, que c'est cette idée de posture du cercle en fait. C'est tout le monde. Et limite, ouais, un binôme de facilitateurs, c'est indispensable, c'est super important. Mais la première chose à faire, c'est de poser les briques tous ensemble et de se dire comment on travaille notre posture, comment on travaille notre relation entre nous. Et le deuxième point, qui pour moi est primordial, c'est d'insister sur cet aspect de temporalité. Nous aussi, on a eu cette envie d'apprendre, cette envie de faire, cette envie de se dire ouais, on a besoin, là c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, on sort de l'urgence. Et on se dit, on prend le temps de se former, on prend le temps d'apprendre ces outils-là. Et si c'est dans 1 mois, c'est pas grave. Si c'est dans 2 mois, c'est pas grave. Mais en attendant, on aura toujours appris des choses. On aura appris à se connaître, on aura appris à être posé, à prendre le temps de communiquer aussi. Et du coup, la facilitation, elle va venir finalement presque naturellement. Bravo!